suis un peu comme Claude, dans l'embarras de me retrouver avec les mêmes personnes avec qui on a déjà eu l'occasion de faire pratiquement des formations similaires. C'est seulement peut-être la thématique qui change, mais les problématiques sont presque les mêmes. Mais pour tous ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de nous rencontrer dans ces formations précédentes, voici une petite occasion de pouvoir discuter sur un certain nombre de... Mais je voudrais commencer par diffuser une vidéo. Dévasté, cet homme pleure sur le corps de son frère, mort à l'entrée de l'hôpital. Depuis une semaine, partout en Inde, les mêmes scènes de détresse et de désespoir. Faute de place et par manque d'oxygène, des patients atteints du Covid décèdent aux portes des urgences. Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de la ville. Tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Même dans l'un des plus grands de New Delhi, il n'y en avait pas. Ils nous ont chassés. Submergé par l'épidémie, cet hôpital vient même de fermer ses grilles. L'établissement n'accueille plus aucun patient Covid. Sur ce panneau à l'entrée, un message indique le nombre de lits avec ventilateur disponible. Il n'y en a plus aucun. Sans trop d'espoir, ce jeune homme de 18 ans attend qu'une place se libère pour sa mère. Depuis 2 jours à bord de cette ambulance, il fait le tour de la ville. Heureusement, elle a une bouteille d'oxygène qu'un ami nous a trouvée. Mais dans 1 heure, elle sera terminée. C'est ma mère. Je suis très inquiet. Partout dans la capitale, les services des urgences débordent. Dans cette salle bondée, des patients partagent le même lit. Officiellement, l'Inde a enregistré hier plus de 2700 décès liés au Covid. Un chiffre certainement sous-évalué tant les services de santé sont dépassés par les événements. Ces derniers jours, par manque de place, ce crématorium hindou s'est mis à incinérer ses morts dans la cour. Notre drone filme ces images terribles d'un site transformé en brasier géant. Les corps arrivent sans discontinuer. Ce bénévole n'en croit pas ses yeux. Normalement, on a entre 6 et 10 crémations par jour, mais là, ça ne s'arrête pas. Hier, on en a eu 120. Quand je vois ça, je n'ai pas l'impression d'être à New Delhi, notre capitale, mais en plein chaos. Depuis le début du mois, l'Inde a totalement perdu le contrôle de l'épidémie. Rien que cette semaine, le pays a enregistré plus de 2 millions de nouveaux cas Covid. Des victimes. Personne ne peut reconnaître les victimes. Ça veut dire ceux qui meurent ou ceux qui souffrent. Personne ne peut reconnaître leur visage. Retenons, nous reviendrons tout à l'heure. Alors, je vais utiliser 2 PowerPoints. Je voudrais commencer par ce que nous appelons les principes du traitement de l'information. Juste quelques rappels, parce qu'il s'agit de vous aider à réaliser ce qu'on appelle des reportages sur la question du harcèlement sexuel. Je disais que on va faire juste le rappel de quelques notions en journalisme humanitaire ou des questions sensibles. Au nombre des principes cardinaux qui guident la lutte contre le harcèlement sexuel, nous en retiendrons quelques-uns qui se rapprochent de nos propres critères de traitement d'information. Voici ces principes: la dignité humaine, le respect, la confidentialité et la protection. 4 principes cardinaux pour ceux qui travaillent dans le domaine de la lutte contre le harcèlement sexuel. Je vais vous distribuer ça, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont là, dont j'ai le numéro, je vais distribuer à la fin de ça, je peux vous envoyer. Donc les notions de dignité humaine, respect, confidentialité et protection.
Chaque fois que nous évoquons le mot harcèlement, nous nous trouvons en face d'un comportement que la société considère comme étant une déviation et donc quelque chose à combattre. C'est la finalité même de cet atelier, celle de contribuer à combattre cette pratique sociale, cette pratique. Commençons donc par le principe cardinal de dignité humaine. De toutes les définitions de ce terme, moi j'en ai retenu deux. 1. Sentiment que quelqu'un a de sa valeur. La dignité, c'est le sentiment que quelqu'un a lui-même de sa valeur, mais c'est également le comportement qui garantit la considération de l'homme en tant qu'être humain et non comme autre chose. Donc c'est à la fois un sentiment interne, mais c'est également un comportement. Ça veut dire, on affiche un comportement envers quelqu'un pour lui montrer qu'il est digne d'être appelé être humain. La dignité tend à protéger et à faire respecter la personne humaine. En journalisme, ce principe est appelé l'intérêt humain. Simplement. C'est quoi l'intérêt humain? C'est le fait de considérer qu'il s'agit avant tout d'une personne humaine. Ça veut dire qu'il s'agit d'un semblable à nous, dont nous devons protéger la dignité. Ce principe fondamental est couplé à un autre que nous connaissons tous très bien. C'est le principe quantitatif de la densité. Plus les gens sont touchés, plus l'affaire devient intéressante, plus il faut en parler. Donc, si nous protégeons la dignité d'une personne, c'est déjà bon, mais si nous protégeons la dignité de plusieurs personnes, nous sommes vraiment dans l'idéal. 2. Le respect. Nous disions que la dignité exige d'être respectée. La dignité exige d'être respectée. Le respect de la dignité correspond au fait qu'il faut tout mettre en œuvre pour que l'être humain ne se sente pas déconsidéré. Vous savez que certaines guerres au monde ont eu lieu simplement parce qu'on a déconsidéré quelqu'un. Il a estimé qu'il n'a pas été pris à sa juste valeur. Sa dignité humaine étant touchée, il va prendre les armes. Ou il tue votre président. Parce que vous ne m'avez pas respecté, je vous fais du mal. Parce que vous ne m'avez pas respecté, je vais vous empoisonner. La dignité, c'est quelque chose donc qu'il faut respecter. Ça devrait être la préoccupation de tout le monde, et particulièrement de journalistes. Cette notion équivaut à ce que nous appelons l'objectivité. Le respect de la dignité équivaut à l'objectivité. Et voici comment. C'est-à-dire de dire les choses comme elles devraient être. De la même manière, nous luttons pour que nous puissions respecter chacun avec sa dignité. De la même manière, en journalisme, on nous demande de respecter les faits tels qu'ils devaient être. Mais, deux petites questions. Comment promouvoir le respect de la dignité humaine sans être impartial? Est-ce qu'il est possible de promouvoir la dignité humaine sans être accusé d'être impartial? Peut-on être neutre lorsqu'il s'agit de défendre la dignité humaine? Est-ce que c'est possible? La réponse est non. Il n'est pas possible d'être impartial. Il n'est pas possible d'être neutre lorsqu'on veut défendre la dignité humaine. En effet, rester sur les faits, raconter les faits ou en rendre compte dans l'optique de faire respecter la dignité humaine ne peut pas nous laisser neutres. Au contraire, il va s'agir de prendre un engagement sans prendre position pour l'un ou l'autre. Nous ne sommes pas dans un débat où on nous demande d'être impartial. Non, ici il s'agit de prendre un engagement, de faire respecter la dignité humaine au-dessus de toutes les autres considérations.
Donc, on ne sera jamais neutre dans ces cas-là. Il ne s'agit pas d'un débat, il s'agit de défendre une valeur considérée comme positive et même encadrée par la loi. Si la loi existe contre le harcèlement sexuel, c'est parce qu'on estime que c'est un comportement déviant. Donc, défendre ça, il faut aller au-delà de la neutralité. On n'est pas neutre, on s'engage. Prenons le critère de confidentialité. Un des moyens de faire respecter la dignité humaine est d'entretenir la confidentialité autour de la personne harcelée. Il ne faut pas surtout l'exposer ni montrer son visage. Par contre, il faut dénoncer les faits tels qu'ils apparaissent. C'est la seule manière de mettre le doigt sur la plaie. La confidentialité donc va être double. D'une part, il ne faut pas exposer la personne, mais d'autre part, la confidentialité nous oblige à dire les choses telles qu'elles sont. Deux attitudes donc. Un, rester objectif, raconter les faits tels qu'ils sont. Deuxième, rester évasif sur les victimes ou les personnes concernées. J'insiste. On est objectif par rapport aux faits, et encore que le critère suivant va montrer où va se limiter notre objectivité. Il s'agit du harcèlement. Mais il faut rester évasif. Pour ne pas exposer les personnes, il faut rester évasif. Vous avez vu dans les films tout à l'heure, on parle, c'est sa mère. On ne dit pas son âge, on ne dit pas ce qu'elle fait dans la vie. Vous avez bien entendu. Monsieur est en train de défendre sa mère. C'est sa mère, c'est tout. Voici dans le crématorium, on montre des choses de manière évasive. On n'approche pas les personnes, on ne montre pas leurs défauts, rien du tout. Appliquez le même principe. Restez évasif sur les concernés. Il faudrait éviter de casser la vie future de la victime ou justement d'atteindre sa dignité. En voulant montrer la victime, en voulant le montrer de trop près, vous allez justement attenter à sa dignité. À supposer que, c'est un exemple théorique pour vous faire rire un peu, à supposer que le jour où la personne a été harcelée, on l'a harcelée parce qu'elle a un gros nez, cette dame-là. Regardez l'objet de la convoitise de la personne. Est-ce que vous avez respecté sa dignité? Non. Quatrième principe, c'est la protection. Le but de toutes les lois promulguées et des campagnes envisagées est d'assurer la protection des victimes, certes, mais également des autres personnes non encore victimes de ces principes ou de ces pratiques. Nous assurons la protection de ceux qui sont déjà là, en dénonçant. Mais en même temps, nous assurons la protection de ceux qui ne sont pas encore victimes par la prévention. Donc la protection a un double but, protéger ceux qui sont là, mais protéger aussi les cas futurs par la prévention. En matière de traitement de l'information, nous allons lier cette notion à celle de l'équilibre et de l'indépendance. La notion de la protection, nous allons la lier aux notions d'équilibre et de l'indépendance. C'est quoi l'équilibre? L'équilibre consiste à faire en sorte qu'on décide de rapporter le bon et le mauvais pour protéger le mauvais. Quand on raconte le mauvais, c'est pour protéger. Et le bon pour prévenir. L'équilibre, c'est de montrer le bon et le mauvais. On montre le mauvais pour prévenir, pour protéger, plutôt. On montre le mauvais pour protéger ce qui se fait, mais on montre le bon côté pour prévenir. Parce que dans la vie, on ne peut pas montrer qu'il n'y a que du mauvais. Il y a aussi du bon à montrer. Je ne veux pas dire que lorsque quelqu'un a été harcelé,
on doit s'en réjouir. Mais c'est bon de montrer que quelqu'un a été harcelé parce qu'on peut prévenir que d'autres personnes ne soient pas harcelées. C'est cela que je veux dire. Donc c'est cet équilibre-là entre le mauvais côté et le bon côté des choses. Ça doit exister, on doit montrer ça, on doit pouvoir en parler. L'indépendance consiste à ne pas se laisser aller parce qu'on a reçu de l'argent d'une partie et de décider de taire le mal ou de taire le bien. C'est de rester indépendant. Même si une personne a été harcelée, on se trouve au tribunal où on doit la défendre, il ne faut pas que la personne vous donne à vous de l'argent, par exemple, ou un cadeau. Non, il faut continuer à rester indépendant. Parce que le travail que l'on fait, ce n'est pas seulement pour la personne, mais on le fait pour l'intérêt public, pour l'ensemble de la société. Et donc la personne ne peut pas vous faire dire ce qui n'existe pas. Vous n'allez vous n'arrêter qu'aux faits. Ce sont les faits qui vont prévenir, bien au-delà de la personne. Même si dans la deuxième partie, nous allons voir que la personne est également importante et qu'il faut tenir compte d'elle. À titre de conclusion, pour cette première partie, bref, le journaliste s'en tiendra aux faits. Évitez tous les commentaires que vous voulez faire là. Il s'agit de la vie des gens. On s'arrête aux faits. Mais les faits qui peuvent faire basculer la vie humaine méritent une plus grande attention dans la manière de traiter ces faits. Il faut être sensible. Il s'agit d'un intérêt humain. Et leur traitement est délicat. Il faut rester juste, certes, mais il faut s'engager à protéger la dignité humaine. J'ai dit qu'il s'agit d'un engagement. J'insiste, il n'y a pas de neutralité là-dedans pour protéger la vie humaine. Il n'y a pas de neutralité entre un enfant ou une dame qui a été harcelée et toutes les autres considérations. On va s'engager à protéger la personne qui a été... Merci. Je vais passer à la deuxième partie qui consiste les genres journalistiques qui peuvent être les mieux positionnés lorsqu'on veut traiter des questions de harcèlement sexuel. Je voudrais vraiment qu'on évite les comptes rendus habituels que nous faisons. Les comptes rendus habituels que nous faisons, il faut mettre ça de côté. Je vais commencer par une anecdote. Lorsque nous avons commencé à travailler à Tropicana, nous avons dit qu'il y avait dans les médias une mauvaise habitude à la télévision. Tout était reportage. Reportage de tel, reportage de tel. Mais il n'y a pas que de reportage. Il n'y a pas que de reportage dans les médias. Mais il y a des récits. Mais il y a des enquêtes. N'est-ce pas? Il y a des interviews. Il y a des portraits. Il y a tous ces genres journalistiques. Pourquoi on doit annoncer chaque fois reportage? C'est comme ça que dans nos textes, et moi j'étais secrétaire de rédaction, il fallait changer de formule. Images et sons de tel, récits de tel, ainsi de suite. Tout à l'heure, mon collègue Claude parlait des récits, les success stories. Mais en matière de harcèlement sexuel, nous ne considérons pas les success stories comme étant des success stories. Parce que ce n'est pas une histoire de réussite. Ce n'est pas une réussite que d'avoir été harcelé. Au contraire, raconter sa propre histoire qu'on a été harcelé peut être plus frustrant que l'acte d'avoir été harcelé. Parce que ça peut réveiller auprès de la personne des... Pour cela, nous préférons passer par l'interview. Nous préférons l'interview simplement
qu'au témoignage de success story. Pourquoi? L'interview est définie comme un entretien entre un journaliste et un animateur et un interlocuteur source d'information. Il s'agit donc de faire parler une source considérée comme étant la plus compétente dans un domaine. L'interview met en compétition 3 acteurs: le journaliste, l'interviewé et le public. 3 acteurs. C'est en fait le public qui est l'acteur le plus important de tous, car c'est à son nom et pour lui que l'interview est réalisée. Quel que soit le type d'interview choisi, explication, témoignage, le plus important est d'en faire une bonne préparation et une bonne administration. Parce qu'en effet, un auditeur, un lecteur ou téléspectateur est plus réceptif à un message qui vient tout droit de la source que tous les commentaires que tu vas mettre. Toi, tu vas raconter ce que tu veux. Mais Mose lui-même a dit qu'il s'agit d'un cadeau. Il a déjà dit. Ça circule. Mais pourquoi vous êtes en train de discuter? Pourquoi vous perdez le temps à aller parler à Eliezer? Pourquoi vous perdez le temps? Mais Mose lui-même a déjà dit. Est-ce qu'il faut revenir à ça? En principe, il n'y avait même pas de débat à faire. La source la plus crédible entre Mbosso et Eliezer, c'est qui? Il a déjà dit. Pourquoi on continue? Ne l'oublions pas, l'interview peut être qualifiée du genre des propos authentiques. L'interview, c'est le genre des propos authentiques. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a raconté, c'est la source elle-même qui vous a donné l'information. Quelques principes. Commençons par la préparation de l'interview. Voici quelques petits conseils. Renseignez-vous au minimum sur la personne à interviewer. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Quels sont les mots qu'on ne peut pas utiliser devant elle? Quelle attitude on ne peut pas avoir devant cette interviewée-là? Est-ce que la personne est trop sensible? Si on évoque telle question, elle va pleurer pendant l'interview? Renseignez-vous. Préparez de bonnes questions. Pas des questions bateau, mais ce que nous appelons les questions radeau. Pas les questions d'ordre général. Madame, dites-nous comment vous sentez-vous après avoir été harcelée. Elle peut raconter toute sa vie, comme elle peut dire « je me sens bien ». Après, si elle dit « je me sens bien », vous faites comment? C'est fini, non? Alors, évitez ça. Alors, on dit « soignez le face-à-face » et ne jamais oublier qu'il s'agit de quelque chose d'entretenir la relation avec la personne avec laquelle vous faites l'interview. C'est sensible, alors soignez le face-à-face. Ne lui montrez pas que vous êtes venu pour l'assommer. Vous ne venez pas assommer la personne. Vous venez chercher l'information. Au niveau de la réalisation, ce sont des rappels, j'espère. Ce sont des rappels, juste des rappels. Au niveau de la réalisation, se rappeler qu'on est en situation délicate. Et psychologiquement, les interviewés et même le public est sous le choc. Quand vous annoncez qu'on va interviewer par exemple quelqu'un qui a été harcelé, surtout si cela a abouti à un viol ou à un acte violent, même les spectateurs, téléspectateurs ou auditeurs seront sous le choc. Et surtout les âmes sensibles. Donc elle va parler de ce qu'elle a subi, vous voyez? Même eux, ils sont sous le choc psychologiquement. On verra donc à rester sobre et uniquement préoccupé par la situation. Pas de fantaisie. Mais c'est quoi cette histoire? C'est arrivé à Sakombi Ilongo. Vous connaissez l'histoire. Il raconte, je l'ai vu, le sang humain. Le sang humain. Messieurs, il n'avait aucun respect. Il n'avait aucun respect pour les femmes d'autrui. Il vous prenait votre femme. Et on lui pose la question.
Et la vôtre? Il a baissé la voix. Il a d'abord fait ça. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Voilà. Vous avez vu? L'interview, ce n'est pas un endroit où vous allez régler des comptes aux gens comme ça. Restez branchés sur la situation. Soyez sobre. Pas de fantaisie. Vous n'êtes pas là pour montrer que vous savez poser les questions. Vous êtes là pour mettre le doigt sur une question qui est un comportement que la société n'accepte pas, que la société veut combattre. Vous allez partir au combat avec des lance-pierres. Non, pas de fantaisie, s'il vous plaît. Au niveau de la réalisation, la prise d'image doit être soigneusement étudiée pour ne pas gêner ou exposer les victimes au risque de les traumatiser encore. Surtout les agents qui travaillent à la télévision. On ne filme pas les victimes n'importe comment. D'ailleurs, les enfants sont protégés. Pour les enfants d'ailleurs, les enfants n'ont pas de nom. Retenez pour vous, messieurs, mesdames de la presse, les enfants n'ont pas de nom. Les enfants portent les noms d'emprunt. Ce sont les noms de leurs parents. Jusqu'à ce qu'ils réalisent l'âge de la maturité, ils n'ont pas de noms propres à eux. Ce sont les Obulokwes. Donc, c'est moi. Ils portent mon nom. Alors, si par exemple un enfant est victime, ne mettez que son prénom. Ne mettez pas son nom. Ne mettez que son prénom. Parce que ce n'est pas son nom. Parce que l'enfant peut décider de changer son nom à ses 18 ans. Ne mettez que son prénom. Ne mettez pas son nom. On ne filme pas les gens dans leur détresse pour s'en moquer, mais c'est pour y dénicher l'information. Vous avez vu sur la vidéo de tout à l'heure. C'est pour montrer l'information. Ce n'est pas pour s'en moquer. Dignité. Dignité. Faites-vous accompagner des personnes qui sont habituées à ce genre de situation s'il le faut. Si vous n'avez jamais fait et que vous pensez que vous n'allez pas avoir suffisamment de points, faites-vous accompagner de quelqu'un, par exemple un psychologue, qui peut vous permettre de maîtriser les émotions de la personne qui a été victime. Je vais entamer un autre genre journalistique qui convient à la situation dont nous parlons. C'est ce qu'on appelle le reportage à visage humain. Il s'agit d'un genre qui se situe entre le reportage ordinaire et l'interview. Car sa forme est celle d'un reportage, mais son but est pratiquement celui de l'interview. Et vous allez voir en quoi. Il consiste à suivre une personne particulière pour étaler sa souffrance ou ses exploits. Les success stories dont parlait tout à l'heure mon ami Claude Moukeba. Il s'agit de suivre quelqu'un pour raconter sa souffrance ou ses exploits. Car on considère qu'un exemple vivant vaut mieux qu'une théorie générale. Mais attention, respectez le principe de ne pas exposer la personne. Les gens auraient voulu mettre un visage sur le harcèlement sexuel. Ils entendent parler du harcèlement sexuel. Mais ils veulent mettre un visage. Ils veulent entendre la voix de quelqu'un qui a été harcelé, qu'elle le dise elle-même. Il y a certes des limites à ne pas franchir. Mais si la personne accepte, le journaliste peut très bien réaliser son reportage. Mouyembe, Bandoubola, c'était Bandoubola, la ministre Akassia. Après avoir eu Christian Lusakweno, lui a même fait ça à visage découvert. Puisqu'on me connaît, il n'y a pas de problème. Sur Twitter, je viens de souffrir du corona, moi. Il l'a dit. Moi-même qui vous parle ici. J'ai fait des grippes pendant tout le temps. J'ai fait 2 fois. Encore aujourd'hui, examen de contrôle. On dit, au bout, tu dois avoir le corona.
Vous ne pouvez pas accepter que j'ai eu le corona. C'est pas de la blague. Oui, peut-être certains d'entre nous ici ont le corona qui sont là. Mais on vous dit qu'il n'y a que 2% des personnes qui développent le corona, c'est-à-dire qui développent la maladie de forme grave. Tous les autres là, ça passe. Voilà. Tout le monde a le corona à un niveau ou à un autre. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. La personne peut parler si elle accepte, mais veillez simplement à sa dignité. Bref, je vais terminer. Au lieu de rester sur les genres de comptes rendus, il serait mieux de mettre le doigt sur la plaie pour que les victimes et les faits soient mis en exergue. C'est l'interview, c'est le reportage à visage humain. Ça veut dire que la personne elle-même parle de ce qu'elle a vécu, au lieu de faire raconter ça par quelqu'un d'autre. Ainsi, vous aurez contribué non seulement à dire les faits, mais également vous aurez contribué à pousser votre public à adhérer à votre démarche de protection et de prévention. Votre public va adhérer lorsque le public aura mis un nom sur ce qu'on appelle le harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi? On en parle, mais le harcèlement, la personne peut dire « Moi-même, j'en ai entendu parler. J'ai même vu la personne qui a été harcelée, qui a elle-même raconté. » Soit dans une interview, soit dans un reportage où vous mettez cette personne-là en exergue. Mesdames, Messieurs, toutes vos questions, envoyez-les à cette adresse-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou quelques préoccupations? On va donc ouvrir le débat pour les deux exposés. Vous avez des questions? Au niveau de la confidentialité, vous avez parlé de la protection des victimes. Nous sommes ici dans un domaine très très complexe parce que quand on parle harcèlement, vous avez démontré qu'il faut à la fois protéger la victime et protéger aussi les harceleurs, parce qu'il ne voudra pas aussi que sa dignité soit bafouée. Alors comment s'y prendre quand, par exemple, je suis au niveau de la presse écrite, les faits sont là, je suis allé, j'ai réalisé l'interview avec une consoeur victime de harcèlement au niveau de sa rédaction. Je rentre avec des propos recueillis au niveau de ma rédaction, je fais la transcription de l'interview. Comment je dois m'y prendre quand il s'agira, par exemple, de mettre en exergue la personne victime qui m'a livré les faits, l'information, et l'auteur ou les harceleurs qu'elle-même a cité dans son interview. Dois-je d'emblée citer la personne qui m'a accordé l'interview dans mon papier, ou bien je vais utiliser quelle formule dans ces cas-là? Merci. C'est simple. La personne qui vous a accordé l'interview, si elle accepte que vous puissiez la citer, il n'y a aucun problème. Mais nous avons dit de rester objectif, mais de rester évasif pour le reste. La personne qui l'a harcelé, si vous n'avez aucune preuve que c'est cette personne qui a effectivement harcelé a été condamnée, si on a cité son nom, restez évasif. Vous pouvez dire que c'est son chef hiérarchique, l'un de ses chefs hiérarchiques, pour ne pas vous attirer. Les faits sont les faits, la personne c'est effectivement son chef hiérarchique, mais vous n'êtes pas autorisé non plus à citer la personne tant que vous ne lui avez pas donné la parole ou tant que vous ne l'avez pas entendu. Et là, je vais donner deuxième versant, c'est également de rester équilibré. Vous allez rester équilibré et rester indépendant. Ce n'est pas parce que la personne qui vous a raconté que tout ce qui est invraisemblable doit paraître. Ça peut quand même paraître invraisemblable que la personne a été violée à 2 heures du matin, alors que ce jour-là, elle n'a pas fait la permanence. Par exemple, il y a une vidéo qui est en train de circuler depuis hier d'une dame
qui aurait tué une fille dont elle a vu la photo sur le téléphone de son mari. Qui d'entre vous a vu cette vidéo-là? Je dois avoir ça sur l'un de mes téléphones, je ne sais pas où. Je vais peut-être, avant qu'on arrive à la fin, je vais transférer sur mon ordinateur, peut-être vous montrer ça. Une dame, on raconte qu'elle a fait tuer une fille dont elle a vu le photo sur le téléphone de son mari. Et elle avait confié à 2 de ses copines qu'elle va faire du mal à cette fille-là. Moi, je me suis marié très difficilement et cette dame-là est en train de blaguer avec mon mari. Elle va voir. Et il semble qu'elle a commencé à chercher la dame, elle l'a trouvée quelques jours après. Et je ne sais pas, elle a empoisonné ou quoi, je ne sais pas moi quoi. On a vu cette dame-là morte. Et ses amis ont vu la photo, comme on diffuse, là, dit, oh, elles ont parlé. Mais cette dame, notre ami cherchait cette dame-là. Et quand on a interpellé la dame, finalement, on a interpellé monsieur, son mari, pour lui poser la question. Parce que la dame a nié en disant, non, ce jour-là, moi, j'étais à la maison. On a pris monsieur, on l'a mis dans un autre box, on a commencé à lui poser des questions. Ah, votre femme, voilà. Mais tel jour, est-ce que votre femme est rentrée à la maison à temps? Monsieur a dit la vérité en disant non. J'étais étonné ce jour-là de voir qu'elle est rentrée très tard. Je lui ai posé la question. Bon, elle ne m'a pas dit, elle m'a seulement dit qu'elle était dans ses courses. Donc la femme avait menti. Voilà. Donc une petite enquête, on a juste creusé un peu. Première preuve, c'est que la dame a menti et n'était pas à la maison. Et quand on lui a présenté la photo, vous connaissez cette dame ici? Oui, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a 2-3 mois, ainsi de suite. Voilà, cette femme est morte. Elle est morte? Comment ça? C'est votre femme qui l'a tuée. C'est pas vrai. Mais elle l'a tuée pourquoi? Je n'ai même jamais eu de relation sexuelle avec cette femme. J'ai suivi hier, j'ai vu ça dans 2-3 groupes WhatsApp. Voilà. Vous avez cité une personne, mais l'histoire peut paraître invraisemblable. Mais au moins votre source, c'est la personne elle-même. Elle, vous pouvez la citer. Si jamais les propos qu'elle a racontés sont inexacts, vous allez vous dire que vous avez cité la personne, vous l'avez rencontrée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rectifier. Mais si par contre vous citez l'autre personne et que les faits sont inexacts, comment ça va se passer? Donc il y a les 2 astuces. D'abord, chercher à faire l'équilibre, voir si les faits vont être vraisemblables et ne vous en tenir qu'aux faits. Deuxièmement, restez évasif si vous n'êtes pas sûr. Pour ne pas vous entraîner, restez évasif. Chef hiérarchique, c'est chef hiérarchique. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est faux? C'est vrai qu'il est chef hiérarchique, même si vous ne citez pas son nom. Même si vous allez mettre les initiales ou transformer le nom, le plus important, c'est que les faits soient des faits avérés, honnêtement. La question va un peu dans le même sens, monsieur. C'est un peu le cas sur la personne, pas la victime, mais le condamné. On vérifie les faits sont vraiment exacts. Là, il y a déjà plusieurs fois. Alors qu'il y a certaines personnes, certaines femmes qui ne reconnaissent pas de vie comme ça. Elles peuvent retomber dans le même piège. Est-ce qu'il faut l'afficher pour les avertir ou en tant que journaliste, il faut continuer à préserver son identité? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez parlé dans la réalisation. Vous avez dit qu'on ne cite pas le nom de l'enfant, mais le nom de ses parents. Par après, vous avez dit qu'on ne met que son prénom. Il faut mélanger son prénom à ceux des parents ou choisir un prénom. Surtout pour les gens de la presse écrite, écrivez Naomi K. Pour dire Naomi Kimbulungu, écrivez Naomi K. Arrêtez-vous à K. Kimbulungu, c'est le nom de son père, ce n'est pas son nom. Cette personne-là, si c'est une fille, elle peut décider d'adopter le nom de son mari. Elle peut décider de changer de nom. Donc, mettez Naomi K, si vous voulez vraiment la citer. Sinon, mettez NK. En principe, les enfants d'ailleurs, c'est vous mettez NK. Vous ne mettez pas son nom, ça ne sert à rien. On va parce que vous allez tirer là-dedans à mettre son nom. Alors, l'autre question que vous avez posée, mais il y a un exemple mondial, c'est Marc Dutroux, en Belgique. Après qu'il soit condamné, on a bien montré que c'est Marc Dutroux qui a fait autant de problèmes. À la fin, on a pu le montrer. La société belge a accepté qu'on montre Marc Dutroux parce qu'il en avait tellement fait que finalement, il était devenu un criminel reconnu.
Mais tant qu'il n'a pas encore été condamné, vous ne pouvez pas le montrer. S'il a été condamné, en prenant aussi des réserves, mais Marc Dutroux, je ne sais même pas si on peut vraiment le voir convenablement. Souvent, on le montre de loin, à quelques mètres, et ne pas vraiment tirer son visage. Ça dépend aussi des cultures, n'est-ce pas? En Europe, en Occident, on peut entrer dans la salle d'urgence, comme on a vu en Inde, filmer les gens, même si on va flouter. Mais ici, tu ne peux pas. Aucune famille ne va accepter. Il va dire, les gens vont quand même reconnaître notre frère. Ne fût-ce que Ndenge Soukine Zaraka. Ça dépend aussi de la culture. Est-ce que les gens sont prêts à accepter d'être montrés comme cela? Dans la culture occidentale, bon, on peut montrer, à la rigueur. Ça dépend aussi de la culture. Voilà. Donc, faites ce qui convient avec la culture, mais sans vous attirer les ennuis, parce que la personne peut se retourner. On est passé bien de 20 ans à 13 ans dans un procès célèbre. Et l'un des condamnés est sorti hier. Oui, il est sorti de prison, vous le savez, non? Parce qu'il a été condamné à 2 ans, il a déjà passé toute une année, il est sorti de prison avant-hier. Vous avez appris? Non? Jeannot est sorti. Voilà. Maintenant, dites-moi, si vous aviez écrit que Jeannot, c'était le plus grand mécréant de la terre et qu'il méritait 6 ans de prison, on révise le procès, Jeannot sort le lendemain. Vous faites comment? Vous faites comment? Voilà un cas. Comment vous faites? Comment vous agissez? Donc, restez prudent en respectant votre déontologie. Gardez la raison pour vous. Ne vous exposez pas. Parce que ça peut vous entraîner à des diffamations. Et la diffamation est liée à quoi? La diffamation, vous savez, la diffamation est liée à quoi? À la dignité. Maître, c'est pas ça? À la dignité. La diffamation, c'est ça. Dès que quelqu'un sait que sa dignité a été bafouée, et on dit pour nous, la presse, que ce soit vrai, que ce soit faux. Et il suffisait que la personne se plaigne et dise que je me suis senti bafoué par rapport à mon travail, on vient vous prendre. Voilà. La dignité humaine. Autant pour les victimes, la personne en ce moment-là sera victime de vous, sera victime de votre diffamation. Donc, vous l'avez aussi exposé. Prenez donc le temps d'avoir vos réserves.